psychothérapie au service du soin. Cela continue. Dans les questions que j'ai reçues par SMS, quelqu'un a demandé est-ce que ça pouvait être avec d'autres instruments, de la flûte ou autre. En tout cas, le fait d'être près de vous, on a vraiment eu le ressenti des vibrations de cet instrument. À votre avis, un autre instrument Bien sûr, bien sûr. Le violoncelle a cette particularité qu'il est l'instrument le plus proche de la voix humaine et que d'ailleurs c'est quelque chose que les patients verbalisent souvent. On dirait ma voix, on dirait la voix d'un proche, on dirait une voix. Donc le violoncelle parle en quelque sorte par son timbre qui est très proche de la voix. Mais bien sûr, d'autres instruments sont bienvenus et vous savez, finalement, la musique ne s'arrête même pas à des instruments, car il m'est arrivé de rentrer dans une chambre avec une patiente qui disait « Non, moi je ne veux pas de musique, parlons un peu ». Et puis au bout de quelques minutes, elle s'est arrêtée, elle m'a dit « Finalement, j'ai l'impression qu'on fait de la musique ». Donc il y a peut-être aussi une idée plus large de la musique, voilà, comme quelque chose qui est à la fois une harmonie et en même temps un partage. La voix a des modulations qui sont individuelles, la chanson, une berceuse, tout ça, je pense qu'intrinsèquement, ça fait partie de nous. Et c'est vrai que ce rapport voix-musique sont intriqués, on chante, même faux, mais on chante. Une autre question, c'est de dire, est-ce que ça a changé le regard des soignants ou leur attitude générale au cours du soin? Oui, alors ça c'est une des plus belles découvertes, à la fois pour l'équipe soignante et puis pour moi, car c'est aussi une transformation globale de tout le monde. C'est qu'il y a eu beaucoup de changements de regard en fait. Ça leur a permis, disent-ils, il y avait 9 points qui avaient été relevés comme, en quelque sorte comme bénéfice pour les soignants, dont l'un d'entre eux, je l'ai évoqué, c'était le sentiment d'harmonie, le fait que le soin était plus juste. Ils avaient l'impression que leur mouvement même était plus doux. Comme un nouveau tempo. Alors le tempo, en fait, ils avaient l'impression, et ça c'est quelque chose qui est venu aussi avec l'expérience, c'est que leurs gestes s'adaptaient au tempo et s'adaptaient finalement au patient, à son souffle, à sa douleur. Et le détournement de la douleur, évidemment, massif, qui est observé chez les patients, eh bien, pour les soignants, évidemment, c'est un énorme... c'est comme si vous étiez un petit peu un chef d'orchestre global où chacun a sa voix, le soignant, le patient, la musique. Alors, je ne sais pas si je me sens chef d'orchestre. En fait, c'est vraiment un triangle partagé. C'est ça, oui. Donc, le chef d'orchestre, lui, n'a pas d'instrument et fait, en quelque sorte, jouer les autres. Une harmonie, quoi. Il y a une harmonie, effectivement, qui se crée et il y a un équilibre. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il y a des choses difficiles, des pansements difficiles, eh bien, c'est quand les soignants commencent à flancher. Ça m'est arrivé de faire des pansements Schubert sur un pansement de sarcome où les soignants eux-mêmes, en fait, étaient en difficulté. Et immédiatement, émotionnellement, moi-même, je ressentais. C'est-à-dire qu'on est extrêmement liés, c'est très, très fort. Et en même temps, on est aussi dans une objectivité, puisqu'on essaye d'observer ce qui se passe, les améliorations, les paroles dites, que la fiche va être remplie. En fait, c'est important d'avoir ce double mouvement, à la fois de prendre en compte ce qui se joue en nous au moment où la musique résonne et où le patient est soulagé, mais également d'avoir, comme dit Donatien Mallet, le regard qui sent et le regard qui pointe. Donc c'est aussi important après de pouvoir remplir des fiches ou en tout cas d'avoir une observation clinique précise pour quantifier autant que possible, hein, puisqu'on sait bien que la quantification du subjectif est quelque chose de compliqué, ça faisait partie des difficultés méthodologiques. Mais ces deux mouvements sont importants et pour les soignants, c'est une grande découverte et une grande joie. Une dernière remarque, c'est dans les SMS, quelqu'un disait « Mais alors comment est-ce qu'on peut faire venir ces choses auprès de nos ARS ?» Je pense qu'effectivement, il y a cette dimension d'implication institutionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas encore regardé les SMS. Est-ce que vous avez d'autres questions en direct? Oui. Alors, pour Dr Conti. Alors, Docteur Conti, je suis ravie de vous rencontrer parce que quand vous avez dit depuis toujours, non, c'est Claudia Romagna qui a institué en, je dirais, 88-90,
ces enfants qui étaient installés dans des lits sous infrarouge. Et je dois vous c'est avouer justement Claudia qui m'a donné le goût, je dirais, de traiter ces enfants. Alors moi j'ai bossé en réa brûlée pendant 2 ans, enfin 1 an et demi, effectivement. Et c'était à ce moment-là qu'il y avait les tout débuts des pansements des grands brûlés sous anesthésie générale. Donc je me sens assez impliquée 30 ans plus tard dans toute cette histoire. Et donc j'étais très contente de voir votre intervention aujourd'hui. Je vais re-regarder les questions SMS. Oui. Alors, c'est pas mon téléphone, alors je suis un petit peu. Je viens de le. Tiens, s'il te plaît. Je suis désolée, moi je suis Samsung. Et... Donc il y a une personne qui a dit que c'était très émouvant par rapport à l'intervention de la violoncelliste et qui disait de le diffuser aux ARS et aux autres organismes qui organisent la santé pour vraiment faire partager cette pratique. Alors moi, en attendant, j'aurais une question, parce que là, on parle de quelque chose qui est instauré depuis 30 ans. Est-ce que vous avez des nouvelles idées, des choses que vous souhaiteriez peut-être mettre en œuvre pour les pansements brûlés et pour lesquels vous avez des difficultés, des obstacles, des nouvelles idées, je ne sais pas, pulvériser de la xylocaïne ou je ne sais quoi. On se questionne à chaque fois. La xylo locale, non, ça, on n'a pas l'habitude de l'utiliser. Il y a une raison particulière À dire la vérité, on est aussi, on travaille beaucoup avec nos réa, oui. qui nous disent de toute façon, ça ne sert à rien. Donc, de toute façon, ça ne sert à rien localement. Et donc, c'est, je dirais, de façon empirique. Hein, donc, du coup, on n'a pas cette habitude de le faire. Par contre, moi, je fais aussi un autre type de chirurgie. Oui. Et c'est vrai que je l'utilise, mais pas pour les brûlés. Donc, je n'ai pas osé pour les brûlés. Mais c'est vrai que, pourquoi pas, oui, bien sûr. Et vous avez des idées qui vous frisent les neurones et que vous n'avez pas pu encore mettre en application ? Pas vraiment, parce que on travaille quand même en équipe et effectivement, la psychologue nous aide beaucoup. Les gens du CNRD aussi, quand on les appelle parce qu'on est en difficulté et malgré les méthodes qu'on utilise, c'est pas suffisant. Donc ils viennent nous aider et donc ils peuvent nous donner quelques petites astuces. Mais bon, on reste sur ce type de... Alors, la musique, oui, bien sûr, on l'utilise, mais bon, c'est des bébés, alors c'est des petites cantines, des petites... ou alors, quand ils sont un peu plus grands, on demande, t'aimes quoi, tu veux écouter quoi? Donc, oui, la musique, oui. Mais c'est vrai que c'est avec le smartphone, et ça serait beaucoup plus, je dirais... direct et je m'aperçois avec cette merveilleuse communication que l'impact serait différent. Donc c'est vrai que moi je vais commencer à voir la recherche d'un musicothérapeute pour le service. Et est-ce que vous avez pensé à l'acupuncture? Parce qu'il y a une étude, un travail qui a été fait pour des soins douloureux justement en réa néonate sous acupuncture. Et non, ça m'a même pas effleuré l'esprit. Eh bien, écoutez, il faut peut-être creuser ce sujet. Comme vous voyez, il y a toujours ces problèmes de dogme, acupuncture, aiguille, douleur. Alors justement, chez les enfants, on ne pique pas les points. C'est un peu dogmatique tout ça, et c'est vrai que c'est intéressant. Enfin, moi, je suis chirurgien, donc c'est vrai que j'ai eu quand même la chance de travailler avant d'arriver à Trousseau, avec toujours une psychologue à côté de moi pendant 4 ans. Donc, j'avais déjà une certaine... mentalité m'avait déjà formé un petit peu parce que enfin nous les chirurgiens on est un peu bruts non c'est pas vrai voilà. Allez. Donc on n'est pas forcément formé à tout ça et puis encore une fois la chance d'être à Trousseau où je baigne encore dans tout ce qui est la prise en charge de la douleur mais donc voilà bien sûr tout ça c'est très intéressant
mais je dois vous dire que parfois c'est un peu difficile à faire passer à des collègues qui arrivent et qui partent. Le relais. Voilà. Ouais. Et à chaque fois, il faut effectivement reformer. Ça c'est Donc un inlassable ça, c'est travail. vraiment un travail à chaque fois qu'il faut faire. Et je rejoins ce que M. Hanniquin a dit tout au début. Effectivement, il faut pas penser que c'est comme ça, nos protocoles c'est comme ça, et on va continuer de cette manière-là. Non, parce que d'abord, on n'arrive pas à continuer, et puis il faut quand même s'améliorer à chaque fois. Merci. Nous allons poser la dernière question. Je voulais juste rajouter une phrase que j'ai entendue pendant l'intervention avec la musique par rapport à l'impact de la méthode sur les soignants. Et effectivement, on a aussi ça sur des épreuves fonctionnelles respiratoires où on a de la méditation et par rapport à l'action sur le patient, les enfants, mais aussi sur l'équipe soignante et du coup, tout le bénéfice qu'on a par rapport à ce bienfait qui va jouer sur toute l'équipe. Patients et voilà. Merci beaucoup et je laisse la dernière question. Une dernière question pour Monsieur Minot. Nous traitons la douleur occidentale. Qu'en est-il de la douleur de cultures différentes? La pratique de la prise en charge ethnologique pour optimiser et inclure la prise en charge de la douleur est-elle nécessaire et préférentielle? Adultes, enfants, seniors, de cultures étrangères. Ça recoupe un peu tout ce qui est ethno-psy, ethno-prise en charge. Merci. Question pas facile. Moi, ce que je pense, c'est que déjà, à mon avis, ça vaudrait le coup d'être plus étudié parce qu'on le sait, on le voit, on en a l'expérience, il y a forcément une différence. Puisque ne serait-ce que le corps, en fait, n'est pas du tout vécu, perçu de la même manière suivant les cultures. Et même au sein d'une même culture, je dirais, suivant justement les familles, les personnes, les régions, etc. Donc il faudrait vraiment de la recherche là-dessus. Ce serait très intéressant. Après, effectivement, peut-être qu'en thérapeutique non médicamenteuse, on pourrait avoir des ethnologues dans les services. Ça pourrait être intéressant. Non, plus sérieusement, je pense que c'est un point, effectivement, qu'il faut, qu'on a besoin d'approfondir. Et après, on peut aussi, d'un autre point de vue, se dire, si finalement on se dit que, quelle que soit la personne et l'individu, la manière de vivre la douleur est différente, puisque c'est subjectif. Bon, les cultures sont différentes, certes, mais ça reste subjectif. Donc si on fait confiance à la subjectivité, au-delà de tout le travail qu'il y a à faire pour mieux connaître et mieux comprendre ce qui se passe, ça peut être aussi une piste importante. Et je pense que c'est aussi un des fondements de la médecine de la douleur, en fait, de s'appuyer sur la subjectivité de la personne. Donc, voilà. Merci. Une dernière question SMS sur les sondes nasogastriques. Est-ce que cette technique de succion, vous l'utilisez pour d'autres soins au niveau du carrefour aérodigestif? Eh bien, oui, comme je le disais, je sais qu'elle est utilisée dans les services de pédiatrie pour notamment les bronchiolites, les enfants atteints de bronchiolite. C'est une méthode qui peut être utilisée pour poser aussi, pour même aspirer un enfant, passer une sonde d'aspiration par la bouche. Enfin, voilà, il y a plusieurs applications en fait qui sont possibles à partir du moment où on connaît la technique. Voilà. Je sais que c'est utilisé. En tout cas au CSF, puisque nous on fait connaître notre technique aux urgences, c'est utilisé aux urgences aussi, c'est utilisé même pour faire un bécatubage, par exemple, le fait de poser une sonde pour aller prélever l'intérieur de l'estomac. Voilà, c'est des gestes qui paraissent anodins pour nous en tant que soignants parce que ce sont des gestes très rapides. Et donc on se dit que l'enfant, ça de toute manière, même si c'est pas agréable, ça sera rapide, il va vite l'oublier. Et c'est ces notions-là qui sont totalement fausses et voilà, pour lesquelles on lutte en fait. Voilà. Merci de votre réponse. Si vous avez d'autres questions auprès des intervenants, je vous propose de leur poser en aparté pendant la pause. Alors.